Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo sur les différents types de lames qui existent, aussi bien pour les panneauteuses ou scie à format, que pour les scies circulaires, électroportatives, filaires ou sur accu, et scie à onglet ou radial, également filaire ou sur accu. Cette vidéo va être scindée en plusieurs points qui vont être répertoriés dans la barre temps de la vidéo. Donc j'ai chapitré chaque sujet pour que vous puissiez justement retrouver celui qui vous intéresse. Alors, première chose, on va voir de quoi est composée une lame de scie. Ensuite, on va voir les différents types de dents qui existent. Ensuite, on verra les différents éléments ou les différentes options supplémentaires que l'on peut avoir en termes de confort sur certaines lames. Et puis, nous verrons donc le réglage des lames en fonction de son utilisation. Quelle lame pour quels usages, quel type de dents pour quel type de matériaux, et ensuite l'entretien et le stockage de vos lames pour pouvoir les conserver dans le temps. D'accord ? Alors, première chose que nous allons voir, c'est la composition d'une lame de scie tout simplement avec ces différentes caractéristiques. Alors ici, on est face à une lame de scie de finition, d'accord, avec dents alternées, mais on y reviendra après, et on va partir du dessus vers le centre de la lame pour comprendre les différents éléments que peuvent composer une lame. Alors, première chose, on a les dents de la scie, à proprement dit. Il existe plusieurs styles, donc comme je dis, on va y revenir. Cette dent est fixée sur une plaque d'acier. Je ne connais pas l'acier utilisé, mais bon, ça a peu d'importance entre guillemets. Et toutes les entailles qui ont été faites sont faites dans le même acier. Les dents ici, il existe des dents en carbure ou des dents en diamant, et elles sont brasées sur une couche d'argent. Donc ils ont tracé la dent, donc avec une machine numérique. Ensuite, il y a une première couche d'argent qui est collée sur l'acier, ensuite une couche de cuivre qui est collée sur cette couche d'argent, ensuite une deuxième couche d'argent et on vient coller la pastille carbure qui elle donc va être la partie qui coupe. Alors pourquoi est-ce qu'ils mettent une couche d'argent, une couche de cuivre et ensuite une couche d'argent? La couche de cuivre qui va être emprisonnée entre les deux couches d'argent va faire office d'amortisseur, c'est-à-dire que quand vous allez couper et taper, donc quand votre lame va taper sur le matériau, peu importe lequel, l'effort est tellement important qu'il y a un risque de casse de la dent. Donc eux, entre la brasure d'argent et la deuxième brasure d'argent qui vient accueillir la dent, ils viennent mettre donc une fine couche de cuivre qui permet justement de faire amortisseur puisque le cuivre est plus souple que l'argent ou l'acier. Ok, j'espère que ça c'est assez compréhensif. Je vous mettrai de toute façon une image de la composition. Ensuite, on descend un petit peu plus bas et on voit ici les fentes de dilatation. Donc ces fentes-là vont permettre à votre lame de se rétracter ou de se dilater en fonction de la chaleur occasionnée et la tension occasionnée lors de la coupe. Selon les lames et leur utilisation, vous allez avoir des fentes qui sont plus grandes ou moins grandes. Donc ici, c'est une lame de débit. Vous voyez, la fente est beaucoup plus grande en largeur. Et certaines lames ont vraiment des fentes très fines. Plus ces fentes de dilatation vont être fines, plus le sifflement va être faible. Donc en fait, la lame de débit ici qu'on peut voir, c'est tellement large, quand on lance la machine, on entend un sifflement de la machine qui est due justement à ces fentes de dilatation. Sur les lames de finition, donc il y a d'autres lames avec des fentes de dilatation encore plus fines que ça qui sont carrément l'une contre l'autre et là en fait il n'y a quasiment aucun sifflement de la lame. Donc ça il faut le savoir, quand vous achetez une lame, bien regarder vos fentes de dilatation. Si vous voulez avoir un confort d'utilisation en termes de bruit, eh bien plus les fentes vont être serrées, moins vous aurez de sifflement. Ensuite on continue à descendre et ici on a des rainures de stabilisation et anti-bruit. Donc en fait, ces rainures ici qui sont faites en S, vous n'allez pas les retrouver sur toutes les lames, on va plutôt retrouver ce type de rainures sur des lames de finition. Elles sont là pour réduire le bruit d'utilisation, mais aussi l'anti-vibration. Donc quand vous allez couper votre lame, elle peut avoir une tendance à vibrer comme ceci. Eh bien, ces rainures anti-vibration et anti-bruit sont là pour stabiliser. On descend un petit peu plus bas et on voit ici une rainure circulaire
dans l'âme de la lame qui, elle, est justement faite pour absorber toutes les tensions de la lame lors de la coupe à cause du réchauffement et à cause également de la vibration. Donc ça, c'est vraiment pour rendre homogènes les tensions dans la lame et en même temps stabiliser celle-ci. Ok ? Ensuite, on continue à descendre. On a les deux épingles de fixation pour les machines freinées. Donc, si vous avez une scie circulaire, une panneauteuse ou une scie à onglet freinée, normalement, vous allez devoir retrouver ces deux trous qui sont là justement pour permettre à la lame de s'arrêter dès que la machine se coupe. Et puis, alors, on a le trou de fixation de votre lame. Ici, c'est un alésage 30, mais regardez toujours en fonction de votre machine l'alésage de votre axe pour commander la bonne lame et donc le bon alésage de fixation. Donc ça, c'était pour la composition d'une lame. Donc on a vu les différents éléments qui peuvent composer une lame. Donc certaines lames vont se retrouver, comme je dis, avec les rainures anti-vibration, d'autres pas. On va y revenir. Et il y a également chez Garnotech, ça existe peut-être ailleurs, je n'en sais rien, ils appellent ça le coating chrome, c'est-à-dire que c'est une couche de chrome qui est ajoutée sur l'extérieur de leur lame et qui permet de réduire en fait l'abrasion de la résine ou des colles utilisées sur les panneaux. Ce type de protection, on va surtout les retrouver justement sur les panneaux de finition pour couper tout ce qui est panneaux mélaminés, stratifiés, MDF, agglomérés, parce que justement ce sont des panneaux qui contiennent énormément de colle et avec la chauffe de coupe, eh bien ça vient coller, il y a des traces de brûlure qui viennent se mettre sur la lame. Eh bien le coating chrome qu'ils utilisent justement va réduire ces problèmes d'adhésion de colle et en même temps va améliorer donc la qualité de coupe dans le temps. C'est pour ça qu'après au niveau de l'entretien, on va y revenir, il faut faire attention à ne pas utiliser n'importe quel produit quand on nettoie les lames. Ok ? Donc ça, c'était la petite parenthèse concernant les différentes protections concernant les lames. Maintenant, on va parler des différents types de dents qui existent et donc des caractéristiques à retenir quand on achète une lame. Donc les trois caractéristiques principales finalement, c'est le type de dents qu'on va utiliser, si on va prendre des dents à angle positif ou négatif, et ensuite le dernier élément qu'on va choisir, c'est le nombre de dents à utiliser en fonction du matériau qu'on va couper. Ok ? Après, évidemment, il y a le diamètre de la lame qui correspond à votre machine. Mais en termes de caractéristiques de base, c'est le type de dent, le type positif ou négatif et le nombre de dents que vous allez choisir. Ok ? Alors, première chose dont on va parler, c'est qu'est-ce qu'une dent positive et qu'est-ce qu'une dent négative ? C'est un terme qui est très souvent utilisé, mais est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire? Alors je vais vous montrer ce que c'est que positif et négatif et dans quel cas est-ce qu'on va utiliser des dents positives ou des dents négatives. Allez. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'une dent positive et négative, il faut réfléchir au sens de coupe. Donc ici, ma lame va couper dans ce sens-ci et donc on voit l'inclinaison de la dent vers l'avant ou vers l'arrière. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, je vais prendre ma planche ici et je vais la mettre dans l'axe de ma lame. Et qu'est-ce qu'on voit? L'inclinaison ici, j'espère que ça se voit correctement à la caméra, l'inclinaison de la lame par rapport à l'axe de coupe est vers l'avant. Donc, ma lame coupe dans ce sens-ci, elle est dans le sens avant du sens de coupe. Ok? Donc ça, c'est une dent positive, donc une dent à angle positif. Maintenant, voici une dent à angle négatif, donc de nouveau, elle tourne dans ce sens-ci. Je viens prendre ma planche et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la dent va vers l'arrière. Donc la dent est inclinée vers la partie arrière comme ceci et donc c'est un angle négatif. Ça veut dire que dans le sens de coupe, la dent est dans le sens inverse du sens de coupe. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc la dent a un angle arrière et l'autre a un angle vers l'avant. Ok? Donc négatif vers l'arrière, positif vers l'avant.
Donc là, on a vu la différence entre une dent positive et négative. Donc comme je dis, la dent est inclinée vers l'avant dans le sens de coupe ou vers l'arrière dans le sens de coupe. Positif vers l'avant, négatif vers l'arrière. Dans quel cas est-ce qu'on va choisir des dents positives et dans quel cas est-ce qu'on va choisir des dents négatives? C'est assez simple. En fait, toutes les coupes dans les bois massifs, dans les panneaux mélaminés, etc., bois composite, dérivé du bois, ça sera des dents positives. Ok? Peu importe la coupe, qu'elle soit de précision, qu'elle soit de débitage ou autre, ça sera toujours positif. Les dents négatives, on va les utiliser toujours, je dis bien toujours, sur les scies à onglets ou les scies radiales. Pourquoi? Parce que quand la lame va descendre, elle va tirer le bois vers le haut. Si vous avez une lame avec dents positives, en fait, la lame va tirer le bois vers le haut. Et vous risquez non seulement de le prendre dans le visage, mais vous risquez aussi que votre main soit attirée. Donc, lorsqu'on utilise une scie à onglet, on va toujours prendre des lames à dents négatives, que ce soit pour le bois, que ce soit pour l'aluminium ou même pour de l'acier, puisqu'il existe des lames pour couper l'acier. C'est toujours des dents négatives pour une scie à onglet. Ok? Et tout ça, pourquoi? Parce que justement, le fait que l'angle est négatif, il va arriver quasiment à plat sur votre bois à couper ou votre matériau à couper et va plaquer votre pièce sur la table de votre scie à onglet. Okay? Donc très important, scie à onglet, toujours des dents négatives. Ensuite, pour la scie à format, la scie circulaire, il existe également des dents négatives et là on va les utiliser essentiellement pour des matériaux très durs comme par exemple le trespas, le PVC ou l'aluminium. Donc tous ces éléments-là, on va plutôt privilégier des lames à dents à angle négatif. Okay? Par contre, tout ce qui est bois, massif, panneau et dérivé du bois, là on va toujours travailler avec un angle positif. Okay? Donc pour résumer, angle positif dans tous les cas, sauf pour les matériaux durs type PVC, aluminium, trespas ou fibre ciment et sur les scies à onglets dans tous les cas. Et pour le reste, positif, ben voilà, peu importe ce que vous allez choisir et le type de dent. Maintenant, on va passer au type de dents existantes. Alors, au niveau des dents, il y a trois grandes familles quelque part. Il y a les dents alternées, donc c'est-à-dire que vous avez une pointe à gauche et une pointe à droite, avec donc une dent sur deux, ça coupe sur la droite, ça coupe sur la gauche. Vous avez également les dents trapézoïdales, donc c'est-à-dire que vous avez une dent qui est en forme de trapèze, la suivante plate avec deux angles biseautés sur le dessus et un plat, de nouveau, une dent sur deux et dans certains cas des particularités avec une dent trapézoïdale plus haute, la suivante plus petite et puis la troisième avec de nouveau ce côté plat sur les côtés et deux chanfreins sur le dessus. Troisième possibilité, ce sont les dents dites creuses, donc ce qui est plus connu, si je comprends bien, en tout cas en France, les lames à gouge, c'est-à-dire que vous avez une dent creuse, le dessus de la dent est creusé, la suivante, vous avez une pointe, mais en regardant votre dent du dessus, elle est également creusée. Donc ça, ce sont vraiment les trois familles finalement de dents. Okay? Alors, dans quel cas est-ce qu'on va utiliser des dents alternées, des dents trapézoïdales ou des dents creuses, donc des lames à gouge? En fait, c'est assez simple. Il faut imaginer ultra fini, fini et débit. D'accord? Alors, les dents alternées vont être plutôt utilisées pour débiter le bois massif, aussi bien en délignage, donc en délignage c'est dans le sens du fil, qu'en tronçonnage. Ça, on va utiliser des dents alternées. On va parler du nombre de dents après, mais pour comprendre le système de forme de dents, il faut d'abord comprendre le principe. Ensuite, on va pouvoir utiliser également des dents alternées pour couper du médium, donc du panneau MDF, d'accord, donc comme ceci. On va pouvoir couper également du contreplaqué ou du multiplex, ok, comme ceci, pareil, voilà, ou même du mélaminé. Mais avec ce type de dents, donc dents alternées, on va avoir une finition propre sur le dessus
uniquement et non pas sur le dessous. Donc on va plutôt l'utiliser pour du débit ou du pré-débit. D'accord? Pareil, il faudra faire un choix en termes de nombre de dents, mais en effet, ça fonctionne. Ok? Alors ensuite, on va passer aux lames à gouge, donc lame à dents creuses. Et là, ces dents-ci, ou ce type de lame, va être utilisé pour couper aussi bien du mélaminé que du stratifié sans inciseur. Donc ça va permettre de couper aussi bien la face supérieure et inférieure décorative proprement sans devoir utiliser d'inciseur. Après, il y a donc les dents trapézoïdales et elles vont nous permettre de nouveau de couper du médium, du mélaminé, donc comme ceci face déco, ou du multiplex et contreplaqué face déco, avec une belle surface de coupe sur le dessous et sur le dessous avec un inciseur. Mais la qualité de coupe sera supérieure, la stabilité de coupe sera aussi supérieure, donc on va avoir un résultat plus fini. Ils ont développé une lame un petit peu plus évoluée au niveau des découpes mélaminées et stratifiées avec des dents trapézoïdales, c'est-à-dire que vous avez une première dent trapézoïdale qui est à 3 mm de haut, la suivante qui est à 2 mm et la toute dernière donc qui est en forme donc avec les coins cassés. Je vais vous mettre quelques images et donc cette lame là va faire en fait entre guillemets concurrence à la lame à gouge, c'est-à-dire que cette lame là va permettre de couper le mélaminé aussi bien au-dessus et en dessous d'une manière propre mais sans éclat. Ok? Ce qu'il faut surtout retenir en gros c'est que la lame à dents alternées est plus polyvalente, certes, mais avec un résultat fini moins intéressant. Et dès qu'on veut avoir des résultats de finition impeccables, on va plutôt se tourner vers des lames à gouge ou des lames à dents trapézoïdales. Ok? Ça, c'est pour le type de dents et leur utilisation selon la finition souhaitée. À savoir que de nouveau, tous ces types de dents existent aussi bien pour les scies à format, panoteuses, scies circulaires ou scies anglais. Ok? Alors maintenant, comment choisir sa lame en fonction du matériau à couper et de son épaisseur. Ok? Alors pour ça, on va aller sur la scie à format. Donc voilà, on a donc vu le dent, on a fait notre choix, on se dit ok, je dois débiter du bois massif, donc j'ai besoin d'une lame à dents alternée et maintenant je dois déligner un bois massif de 45 mm et un bois massif de 18 mm. Alors, dans la réflexion globale de base, on se dit c'est du délignage, j'ai besoin d'une lame avec un minimum de dents possible et ça va fonctionner. En fait, c'est un tout petit peu plus, pas compliqué, mais en tout cas, il faut aller un peu plus dans le détail pour comprendre le principe. C'est-à-dire que si vous connaissez le réglage de votre lame, d'office, vous allez pouvoir choisir la lame adaptée à la coupe que vous souhaitez. Je m'explique. Vous allez prendre votre panneau de 18 mm ou de 40 mm et vous allez aller chez votre revendeur pour justement tester le nombre de dents qui va se retrouver dans votre matériau au moment de la coupe et le réglage. Quand on va couper un bois en délignant, c'est-à-dire dans le sens du fil, on doit avoir minimum une dent dans le bois et maximum 3 dents. Mais à ça, il y a une contrainte supplémentaire, c'est que votre lame ne peut pas être en dessous d'1 cm et au-dessus de 2 cm du bois. Je vous montre. Donc ici, j'ai un bois qui fait 40 ou 45 mm d'épaisseur. Je vais venir le mettre contre ma lame et la distance entre le dessus de ma planche et le dessus de la lame ici ne peut pas excéder 2 cm mais ne peut pas être inférieur à 1 cm. Donc ma lame doit se situer entre 1 cm et 2 cm au-dessus du bois. Pas en dessous, pas au-dessus. Et à partir du moment où vous avez réglé cette hauteur, vous devez avoir minimum une dent dans le bois et maximum 3 dents dans le bois. Donc ici, par exemple, moi, ma lame, elle ressort de 1 cm,7, donc je suis dans le bon, parfait. Et j'ai 1, 2, 3 dents dans le bois, donc c'est une lame qui est parfaitement adaptée à la coupe de ce morceau de bois en délignage. D'accord? Maintenant, je vais faire le même exercice avec un panneau de 18 mm. Donc je dois redescendre ma lame.
et je vais le déligner, d'accord? Donc, je me mets entre 1 cm et 2 cm, donc je suis à 1,4 cm et je dois avoir minimum une dent dans le bois et maximum 3 dents. Donc dans ce cas-ci, pas de problème, ça fonctionnera puisque j'ai 2 dents, d'accord? Si maintenant j'avais pris une lame avec moins de dents, des fois, le pas est tellement important entre les 2 dents que je n'ai même pas une seule dent dans le matériau. Et donc dans ce cas-là, c'est pas suffisant, ok? Si maintenant j'ai plus de 3 dents dans le matériau, alors ça va chauffer, ça va brûler et on doit réduire le nombre de dents de la lame pour fonctionner. Donc vous pouvez très bien aller chez votre vendeur avec 2 épaisseurs de bois courantes que vous utilisez, les plus régulièrement, et vous allez essayer en prenant une lame par exemple du diamètre qui correspond à votre machine, puisqu'évidemment ça va correspondre aussi au diamètre de votre machine, et vous allez prendre par exemple une lame 32 dents ou 28 dents, venir la tester dans le magasin en faisant dépasser votre lame d'1 centimètre ou 2 par rapport au champ de votre planche et voir si vous avez bien minimum une dent et maximum 3 dents dans le bois. Pareil, un petit morceau de 40, vous avez besoin d'une petite chute. Et là, vous êtes certain que la lame que vous achetez va correspondre réellement à l'utilisation que vous en avez. Ça, c'est pour le délignage. Maintenant, en tronçonnage, donc c'est-à-dire dans le sens en travers du fil, là, on doit avoir minimum 5 dents dans le bois et maximum 10 dents. Donc, je vais vous montrer et vous allez comprendre que la lame ici, par exemple, n'est pas adaptée au tronçonnage et c'est d'ailleurs pour ça que généralement j'ai des petits arrachements en sortie. Donc, on refait l'exercice, donc on va couper notre bois en tronçonnage, donc c'est-à-dire en travers du fil. Je viens mettre mon bois contre ma lame, je remonte ma lame et donc je dois pareil être à entre 1 cm et 2 cm au-dessus de ma planche. Donc je suis à 1,7 cm et là je vais regarder le nombre de dents que j'ai à l'avant de la coupe. Donc j'ai 1, 2, 3 dents. Si je redescends un petit peu, ça ne fonctionnera pas. Si je remonte un petit peu, ça ne fonctionnera pas. Donc je remonte, je redescends. Donc voilà, j'ai à peine 3 dents dans le bois pour tronçonner. Donc la qualité de coupe ne sera pas suffisamment correcte. Je prends mon bois de 18 mm et je fais pareil. Donc tronçonner, mais peu importe, mais on va tronçonner. Je regarde et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai à peine une dent. Je vais redescendre. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai? De nouveau, comme tout à l'heure, j'ai maximum 2 dents dans ma planche. Donc, je vais devoir changer de lame pour m'assurer que j'ai au moins 5 dents dans le bois pour la coupe. Je vous montre. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre une lame 96 dents ou 96 dents, mais avec dents alternées. Donc ici, comme je suis dans du bois massif, je ne vais pas utiliser ni une dent trapézoïdale, ni une dent creuse. Je vais prendre dents alternées. Mais ici, j'ai 96 dents ou 96 dents pour les Belges. Je vais installer la lame et vous allez voir. Donc, j'ai installé ma lame de scie circulaire. Je la fais pareil, remonter de 1 cm à 2 cm au-dessus de ma planche, donc ici, voilà, je vais mesurer, je suis donc à 1,5, avec le temps on a quand même un peu l'œil, et puis je vérifie que j'ai bien 5 dents dans mon bois avec un maximum de 10 dents pour faire ma coupe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dents, donc je suis nickel pour pouvoir faire ma coupe dans le sens transversal, donc c'est-à-dire en tronçonnant mon bois, en travers du fil. Ok? Maintenant, si je veux réduire ou augmenter le nombre de dents, je peux le faire en montant ou descendant. Donc ici, comme je dis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Donc je suis vraiment à la limite du nombre de dents, puisque c'est maximum 10 dents. Plus je vais avoir de dents dans le bois massif en coupe transversale, plus de nouveau je risque d'avoir une chauffe. Donc j'aurais pu par exemple prendre une lame 72 dents et là j'aurais été dans la norme des 5-6 dents pour ma coupe transversale. Ok? Je vais faire une coupe pour vous montrer que ça fonctionne et je vais maintenant le faire avec la planche de 18 mm. Donc
Maintenant, je prends ma planche de 18 mm, je règle pareil ma lame à entre 15 et 20 mm au-dessus, d'accord? Donc voilà, je suis à 18 mm et je vais vérifier que j'ai bien minimum 5 dents dans le bois et maximum 10 dents. Donc ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 dents. Je peux un petit peu redescendre puisque j'étais un peu haut, voilà. Et j'ai 1, 2, 3, 4. Voilà. En remontant légèrement ou en redescendant légèrement, pardon, je suis donc avec une dent, 2 dents, 3 dents, 4 dents et 5 dents en dessous. Donc cette lame-là est parfaitement adaptée à la coupe en travers du fil pour du bois massif avec une qualité de coupe impeccable. Je vais faire les deux coupes pour que vous vous rendiez compte. Donc avant de faire ma coupe, je vais vous faire écouter le bruit de la lame avec les fortes de dilatation assez fines et les rainures anti-vibration et anti-bruit pour voir la différence entre cette lame-là et ma lame de débit qui, elle, n'a ni rainures anti-bruit et des fortes de dilatation assez importantes. Écoutez. Vous voyez, il n'y a aucun sifflement. Donc, je suis en travers du fil. Et on voit bien la qualité de coupe impeccable, en dessous, au-dessus, et la qualité de coupe parfaite. Je vais faire pareil sur le bois de 40. Avec un nœud en plus dedans, qualité de coupe impeccable, super lisse, donc nickel. Donc comme vous avez pu voir, la qualité de coupe est impeccable. Pourtant ici, je suis en plein cœur du bois et c'est du hêtre, donc c'est un bois très dense. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré que ça soit du bois massif et très dense, le nombre de dents est hyper important puisque je suis à 96 dents ou 96 dents sur la lame et ça coupe comme dans du beurre, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment ce réglage de dents dans le bois en fonction justement du sens de coupe. Donc si on est en délignage, il faut avoir minimum une dent, maximum 3 dents dans du bois massif, hein, que les choses soient bien claires. Et en tronçonnage, on doit être à minimum 5 dents et maximum 10 dents. Donc ici, par exemple, au niveau du tronçonnage pour du bois massif sur des épaisseurs telles que celle-ci, je suis à la limite. Idéalement, comme je le disais, ce serait de redescendre à 72 dents, donc 72 dents pour le tronçonnage d'épaisseur comme celle-ci. Moi, j'avais toujours tendance à utiliser ma lame de débit, donc c'est une lame 30 dents. Ça a toujours bien fonctionné, mais en effet, la qualité de coupe, je le vois vraiment, elle est impeccable, j'ai aucun éclat en dessous, aucun éclat au-dessus. J'aurais eu tendance à considérer que celle-ci avait vraiment beaucoup trop de dents pour couper le bois massif. Donc, comme je le disais, d'où l'intérêt de comprendre non seulement le réglage de hauteur de coupe d'une part, mais surtout du nombre de dents qui se retrouvent dans le matériau en fonction du délignage ou du tronçonnage et de prendre donc des chutes de bois pour aller finalement chez votre fournisseur et tester, voir un petit peu comment ça fonctionne. Après, je vous dirai moi quel type de lame j'ai et j'ai jamais vraiment été bloqué. Ok ? Je vais mettre la lame de débit pour que vous entendiez le son de sifflement par rapport à celle-ci. Donc c'est le même diamètre de lame, c'est juste la force de dilatation qui est différente et les rainures anti-bruit qui ne sont pas présentes sur la lame de débit. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai installé la lame de débit avec les forces de dilatation plus importantes. Vous allez entendre le bruit de sifflement qui est complètement différent par rapport à l'autre lame. Vous entendez le bruit de sifflement ?
Donc vous entendez bien que le sifflement est beaucoup plus important sur ce type de lame que sur l'autre lame. Et je vais vous montrer la différence de taille des fentes de dilatation. Donc les fentes de dilatation sont non seulement plus fines, mais comme je le disais, vous avez les rainures stabilisatrices et anti-bruit, plus la rainure ici de stabilisation qui réduit énormément le bruit. D'accord ? Si j'installe cette lame-là, qui a des fentes de dilatation un peu plus fines, mais par contre qui n'a pas de filtre anti-bruit, eh bien, je suis sûr que le sifflement sera plus important. Vous entendez, elle a un sifflement un petit peu plus important. C'est pas désagréable, mais ce type d'option, donc de rainure, apporte un confort de travail tout simplement. Donc voilà, maintenant qu'on a compris le principe de réglage finalement de nos lames en fonction du matériau à couper, on va pouvoir choisir la lame qui correspond à nos travaux tout simplement. Donc lorsqu'on travaille du bois massif en délignage et en tronçonnage, bien réfléchir, minimum une dent et maximum 3 dents pour le délignage. En fonction fatalement de l'épaisseur du bois que vous allez couper, vous allez devoir travailler avec des lames 30 dents ou 32 dents jusqu'à 72 dents par exemple. Ça c'est vraiment très bien pour le bois massif. Ok. Ensuite, au niveau du tronçonnage, c'est minimum 5 dents et maximum 10 dents pour le bois massif, avec de nouveau donc dents alternées. Donc bien penser les dents avec une pointe à droite, une pointe à gauche pour le bois massif. Ok. Ensuite, on va partir sur les panneaux et selon la finition que vous allez souhaiter, on va partir sur soit des dents alternées, soit sur des dents trapézoïdales. Ok. Alors, les dents alternées, le gros avantage, c'est que c'est plus polyvalent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tronçonner du bois massif et en même temps couper du médium, du multiplex et du stratifié avec un ciseur si vous voulez avoir les deux faces propres au niveau du mélaminé et du stratifié. Et pour le multiplex, donc contreplaqué, surfacé, chêne, hêtre ou je ne sais quelle autre essence, ou le MDF, ça vous donnera des coupes plus qu'acceptables. De nouveau, bien réfléchir, avoir un minimum de 5 dents dans votre matériau pour le couper, ok, avec une hauteur d'1 cm à 2 cm maximum au-dessus de votre bois. Donc minimum 1 cm, maximum 2 cm pour avoir donc ce ratio de 5 à 10 dents dans votre matériau à couper, ok. Si maintenant on veut augmenter la qualité de coupe, alors on va partir sur des lames à gouges, donc les lames à dents creuses et dents pointues, où là on va pouvoir se passer d'un ciseur, mais attention, ce type de lame se désaffûte beaucoup plus vite que les lames à dents alternées, par exemple, dans des matériaux contreplaqués. D'accord? Ça, c'est beaucoup plus adapté pour le mélaminé. Quand vous allez couper du contreplaqué ou du MDF, etc., c'est beaucoup plus abrasif. Vous allez avoir une qualité de coupe supérieure, évidemment, à des dents alternées, mais malheureusement, vous allez la désaffûter plus vite. Alors, dans ce cas, il vaut mieux privilégier des dents trapézoïdales qui, comme je le dis, grâce à leur forme, ont une résistance plus importante, plus importante justement à l'abrasion, à la coupe et au choc. Donc moi j'ai toujours utilisé des lames à gouges pour justement avoir une qualité de coupe impeccable au niveau des panneaux mélaminés, mais aujourd'hui Garnotech a développé une lame avec, comme je le disais, une lame trapézoïdale de 3 mm de haut, la suivante de 2 mm de haut et la troisième qui est donc avec les coins cassés, qui est donc adapté de nouveau à la coupe de panneaux mélaminés sans inciseur. Donc, lame trapézoïdale avec panneau mélaminé, vous devez avoir un inciseur en partie basse, ok, enfin en partie avant, pour vous garantir une coupe propre en dessous. Mais si vous voulez vous passer d'inciseur, vous allez avoir besoin soit d'une lame à gouges, soit d'une lame spécifique, comme je viens de l'expliquer. Donc ça, c'était pour finalement le choix des lames en fonction des matériaux à couper.
par rapport à notre travail. Après, il y a les lames spéciales. Donc, quand on va devoir couper des panneaux type fibre ciment, donc tout ce qui est utilisé pour des façades, etc. Je vous mettrai quelques images. On va utiliser des lames spéciales avec des dents en diamant, d'accord? Et ces dents sont de nouveau trapézoïdales. Alors ici, c'est une lame à 4 dents, mais chez Garnotech, ils ont développé la même avec 10 dents qui permet d'avoir une qualité de coupe bien plus importante. Inutile d'essayer de couper ce type de panneau avec d'autres types de lames à dents trapézoïdales. Vous allez les flinguer en un rien de temps. Donc ça, c'est vraiment des lames spécifiques prévues pour couper ce type de matériau. Il existe aussi une lame spéciale pour couper le trespas. C'est une lame avec dents trapézoïdales, mais avec un angle neutre. Donc c'est un angle de 0 degré. Voilà. Donc aussi bien au niveau de l'angle de coupe que de l'angle positif ou négatif, donc il est à 0 degré. C'est la même lame qu'une lame pour couper du mélaminé ou autre en termes de dents, c'est-à-dire trapézoïdale, etc. La seule différence, c'est que l'angle d'attaque de la lame va être différent pour justement garantir une coupe et surtout une longévité à votre lame en coupant du trespas. Donc les trespas, pareil, c'est du stratifié massif, donc c'est des panneaux qui font entre 8 et 10 mm d'épaisseur et qui eux sont hyper abrasifs et donc ils ont développé une lame qui a un angle de 0 degré. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'angle positif va être toujours utilisé pour la scie à format ou une scie circulaire, pour couper du bois massif ou du panneau, d'accord, type dérivé du bois. Et dès qu'on rentre dans des matériaux spéciaux, comme le PVC, l'aluminium ou autre, on va utiliser des angles négatifs, d'accord, avec dents trapézoïdales idéalement. Ok. Alors, pour les lames de scie circulaire, la seule vraie grosse différence, c'est le réglage donc de profondeur va être en dessous, évidemment. Donc, c'est-à-dire que votre lame va ressortir de minimum 1 cm et de maximum 2 cm en dessous du matériau, d'accord? Mais là, on va jouer sur la vitesse de rotation de la lame. Donc, dès qu'on va travailler sur du bois massif en délignage, on va réduire la vitesse de rotation de votre machine. Si vous n'avez pas la possibilité de jouer sur le variateur de vitesse de votre machine, dans ce cas-là, c'est vous qui allez devoir avancer plus doucement. Si vous délignez, vous allez prendre des lames avec le moins de dents possible, mais le principe est le même, c'est-à-dire que vous devez avoir minimum une dent, maximum 3 dents dans le délignage et avoir minimum 5 dents, maximum 10 dents en tronçonnage. Et dans le sens de coupe de panneau, c'est pareil. C'est pour ça qu'on va souvent utiliser ce type de lame lorsqu'on va devoir couper du panneau. Alors, je vais sortir ma scie circulaire pour vous montrer justement le réglage et que vous compreniez que c'est exactement le même principe en termes de nombre de dents pour avoir des coupes parfaites. Au niveau des dents trapézoïdales, positives, négatives, c'est exactement la même chose pour les scies circulaires que pour la scie à format. Okay. Une chose surtout à retenir, pour les lames à gouge, ça, je parle aux personnes qui auraient des panoteuses. Donc, les panoteuses, c'est quoi? Ce sont des scie à format en quelque sorte, mais verticale. Donc les panoteuses verticales, elles, il faut utiliser des lames à gouge à angle négatif. Donc moi, quand j'ai acheté ma lame à gouge, j'ai été conseillé par mon revendeur, mais j'ai été mal conseillé puisqu'il m'a mis une lame à gouge à angle négatif alors que j'ai une panoteuse ou scie à format horizontale et là, j'ai besoin d'un angle positif. Donc quand on travaille avec une scie à format à part les matériaux spéciaux, on travaille toujours avec des dents à angle positif. Okay. Par contre, si c'est une scie verticale, donc une panoteuse verticale, là on va travailler avec un angle négatif. Pourquoi? Parce que ça va replaquer en fait votre panneau sur la surface. Ici, étant donné qu'on est horizontal, il plaque votre panneau sur votre machine, eh bien le fait d'être vertical, de nouveau, si vous avez un angle positif, vous risqueriez d'avoir un panneau qui travaille et qui voudrait remonter. Donc vous allez créer une vibration, dans votre panneau. Donc bien penser, panoteuse verticale, vous devez travailler avec des lames à angle négatif pour les lames à gouge. Ok? Alors, au niveau des scies à onglets,
c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que on va travailler avec des dents alternées pour couper du bois massif, on va travailler avec des dents trapézoïdales pour couper éventuellement des parquets ou des matériaux type MDF ou mélaminé ou ce genre de choses, avec de nouveau un angle négatif permanent, c'est-à-dire que vous travaillez du massif, du panneau mélaminé, de l'aluminium ou du métal, dans tous les cas, sur la scie à onglet ou la radiale, c'est d'office avec un angle négatif pour être certain que la pièce soit replaquée sur votre machine. Okay? Donc ça, bien y penser et toujours vérifier que la lame que vous allez installer dessus correspond bien à ce fameux angle négatif. Au niveau des matériaux à couper, c'est pareil, c'est-à-dire que vous allez travailler avec des dents trapézoïdales pour couper plutôt des matériaux type PVC ou autres. Pour couper justement de l'aluminium, c'est des lames avec dents trapézoïdales, mais attention, il faut réduire drastiquement la vitesse de coupe lorsqu'on travaille des matériaux type aluminium ou des métaux. Les métaux, c'est encore pire. Donc, il existe en effet des lames pour couper l'acier avec des scies à onglet à bois, mais il faut vraiment réduire énormément la vitesse, donc quasiment à 1 ou 2 maximum pour pouvoir couper. Et donc ça, vous verrez le type de lame qui existe dans la vidéo de demain avec Garnotech. Donc là, on a fait un petit peu le tour finalement de différentes lames, des différentes utilisations d'une part. On a vu comment régler les lames, etc. Maintenant, on va voir comment les entretenir et comment les stocker. Alors, au niveau de l'entretien des lames de scie, c'est assez simple. Enfin, c'est pas que c'est assez simple. Il existe en fait chez tous les fabricants de lames, ou en tout cas la grande majorité, des produits spécifiques pour nettoyer vos lames. Alors je sais que on a tendance à vouloir utiliser des recettes maison, type lessive de soude, type ammoniac ou ce genre de choses. Je l'ai fait aussi pour mes fraises de défonceuse, etc. Alors l'ammoniac, c'est quand même pas top, vraiment. Apparemment, ça peut s'infiltrer aussi dans les brasures, etc. Mais par contre, il y a un gros désavantage en fait aux produits type lessive de soude, c'est que ça retire les couches de protection qui sont appliquées sur les lames pour empêcher l'abrasion justement des résidus de résine, de colle ou de surchauffe lorsqu'on coupe du bois massif avec les lames de débit, etc. Donc, il faut savoir que chez Garnotech par exemple, mais peut-être ailleurs aussi, il y a des lames qui sont traitées au coating chrome. Donc en fait, ils remettent une couche de chrome sur les lames de coupe pour garantir justement la limitation de l'abrasion, de la résine, des colles, etc. Et donc, au niveau nettoyage et entretien, c'est beaucoup plus facile et la longévité de coupe est beaucoup plus importante puisque justement, tous ces résidus ne collent pas à la lame. Si vous utilisez des lessives de soude, de l'ammoniac ou d'autres produits, vous risquez de faire partir cette couche de chrome et donc, fatalement, tout l'intérêt d'avoir une lame qui est protégée contre l'abrasion et les colles, etc., disparaît. Donc, moi personnellement, et d'ailleurs j'en parle dans la vidéo de demain, et ça c'est un produit que j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps, j'utilise des produits qui sont prévus pour nettoyer les lames, qui sont vendus chez vos revendeurs locaux, etc. J'ai pas de marque à vous conseiller. Moi, je travaille avec celle de chez CMT. Pourquoi? Parce que mon fournisseur vend du CMT, mais d'autres marques doivent fonctionner. Pourquoi? Parce que ça me garantit en fait de respecter le matériau utilisé par les lames et donc ça fonctionne très bien. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement pulvériser ou mettre dans un bac, laisser tremper quelques minutes et puis rincer à l'eau toute votre lame, etc. et puis essuyer tout simplement. Donc là, je ne vais pas vous conseiller des recettes miracles. Je lui ai posé la question hier aussi à Nico. Il n'a pas vraiment de recette miracle non plus. Alors vous allez me dire, oui, enfin bon, il va vendre son produit, etc. Honnêtement, on en a parlé clairement hors caméra, pas du tout. Comme il dit, en fait, vous pouvez en effet essayer d'autres produits, mais dans ce cas-là, vous risqueriez justement de perdre tout le bénéfice de protection qui est apposé sur votre lame au moment de la fabrication. Ok ? Alors, donc ça c'était pour l'entretien. Maintenant pour le stockage. Alors ça va faire plaisir à quelques personnes puisque j'ai
annoncé, ou plutôt j'avais fait une vidéo d'explication sur le fait que c'était très important de stocker ces lames à la verticale, et preuve en est que j'en étais non seulement convaincu, mais qu'on m'avait donné l'information à l'époque, c'est que j'ai fait tous des rangements verticaux pour stocker mes lames. Alors hier, en ayant discuté donc assez longuement justement sur ce sujet-là avec Nico, il faut savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez clairement stocker vos lames à plat parce que tout a été réfléchi et calculé de sorte que les lames reviennent toujours à leur position. Donc l'élasticité de la lame a été faite de sorte que après chauffe et après rétractation, les fentes de dilatation permettront toujours en fait à votre lame de revenir au stade plan et garantir les variations et donc l'ondulation maximum autorisée. Donc vous pouvez stocker vos lames à plat ou verticale, ça ne change absolument rien en termes de problème de ondulation de votre lame. Voilà, comme ça vous le savez. J'étais convaincu qu'il fallait les stocker à la verticale puisqu'on m'avait donné cette information, mais apparemment c'est pas obligatoire, il n'y a pas de contre-ordre, donc mea culpa comme dirait l'autre. J'ai aussi appris quelque chose et ça me permettra de gagner finalement un peu de place puisque je vais pouvoir mettre mes lames sur des planches avec des tiroirs. Par contre, une chose quand même importante, c'est qu'on ne stocke pas ces lames à plat les unes contre les autres. Alors certains vont me dire oui, mais les gens qui viennent chercher les lames à l'affûtage, ils les stockent les unes sur les autres dans leur camion. Oui, c'est vrai, mais justement elles vont à l'affûtage, donc elles sont désaffûtées. Quand il les relivre, si vous remarquez, elles sont emballées dans toute une série de papiers, journaux, etc. Pas une seule feuille pour justement empêcher que les dents viennent en contact avec la lame inférieure. Donc si vous les stockez à l'horizontale, quoi qu'il arrive, il faut mettre une couche de protection entre les lames pour éviter que les dents ne viennent cogner contre du métal. Et là, à ce moment-là, vous désaffûtez non seulement votre lame, mais en plus de ça, vous risquez de casser les dents. Ça, c'était donc pour le stockage. Maintenant, au niveau affûtage. Alors, comment et à quel rythme affûter les lames? Alors, il faut savoir que les lames au diamant, donc les lames comme par exemple pour couper les panneaux Eternit, donc panneaux type fibre de ciment ou autre, mais les lames au diamant, parce qu'il existe aussi des lames trapézoïdales, etc. Allez voir les prix, je crois que c'est 1300 € pour une lame comme ceci avec des dents au diamant. Là, vous ne pouvez les affûter que 3 fois, d'accord? À savoir que moi, j'en ai acheté une il y a quelques années, je l'ai mis à l'affûtage et quand je l'ai reçue, il y a une des dents qui a sauté. Là, je peux vous dire que ça fait mal parce que ma lame, foutue, donc jetée, puisqu'il manque une dent, elle est inutilisable. Et donc, voilà, moi personnellement, des lames au diamant, je n'en achèterai plus jamais, sauf si c'est vraiment un cas très, très, très particulier. Mais sinon, voilà, lame au carbure, ça me convient très très bien. En termes de durée d'affûtage, vous pouvez les affûter en fait tant qu'il y a de la matière et que l'angle de coupe est respecté sur votre lame, il n'y a aucun problème, vous pouvez continuer à les faire affûter. Alors, quel est le rythme d'affûtage? En fait, ça va être de nouveau en fonction de votre utilisation. Quel est le rythme d'utilisation de vos lames? Vous allez peut-être avoir des lames que vous n'allez plus affûter pendant 3 ans. Voilà, moi ici, cette lame-ci, elle était affûtée en septembre dernier pour la dernière fois, mais je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'ai toujours utilisé celle qui est pour le moment sur la scie circulaire, enfin sur la scie à format, et donc elle est encore bonne. Donc celle-là, je vais peut-être l'affûter dans 1 an, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 3 mois. C'est surtout à partir de quand est-ce que vous devez avoir cette information de dire je dois aller à l'affûtage. Alors quand c'est pour du bois massif, dès que vous sentez qu'il y a une légère résistance, donc une résistance un peu plus importante que ce que vous avez d'habitude, ça c'est un signe avant-coureur que votre lame est à affûter. Alors 2 solutions, soit vous renettoyez votre lame parce que des fois le nettoyage est suffisant s'il y a de la résine au niveau des dents, etc. Ou alors si elle est renettoyée et que vous avez toujours ce côté, donc un peu plus de difficulté à pousser votre bois dans la machine d'une part, ou des traces de brûlure. Si vous commencez à avoir des traces de brûlure, plus en même temps le fait que vous devez pousser un peu plus votre bois, ok, ça c'est bon, affûtage. Au niveau des lames de finition, etc., c'est pareil. Si vous commencez à avoir des traces de brûlure sur les champs de vos panneaux, etc., hop, c'est qu'il faut les mettre à l'affûtage. Je dis bien, évidemment, si la lame est adaptée à la coupe. Si vous prenez une lame qui n'est pas adaptée, que vous avez des brûlures, c'est peut-être dû
à la lame qui n'est pas adaptée à la coupe. Mais si vous avez une lame adaptée à la coupe, les dents adaptées aux produits que vous coupez, etc., et que vous avez des traces de brûlure, ok, ça veut dire que vous devez mettre votre lame à l'affûtage. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de date précise, de mètre linéaire de coupe, etc., parce que d'une personne à l'autre, ça va varier, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont couper très rapidement, il y a des personnes qui vont couper plus doucement, il y a des gens qui vont faire attention au matériel, il y a des gens qui vont couper comme des broyeux, comme on dit. Donc tout ça va être vraiment en fonction de chacun, mais les signes avant-coureurs, c'est vraiment une résistance plus importante au moment de la coupe et des traces de brûlure qui commencent à se marquer sur les surfaces. Là, ça veut dire qu'il faut mettre vos lames à l'affûtage. Voilà, donc ça c'était pour les petites informations en termes d'affûtage, en termes d'entretien, en termes de stockage. Et maintenant, je pense que j'ai à peu près tout dit. La vidéo de demain, va parler de lames un peu plus spécifiques comme les lames d'ado. Il y a également des lames existantes pour les toupies, donc pour faire des fines rainures. C'est une question qui m'a été posée dans la communauté, donc je réponds ici. Oui, en effet, ça existe. Je vous invite vraiment, clairement, à aller voir leur site internet qui est très très bien fait, justement en termes de choix de lames. Ils ont vraiment un choix énorme. Après, d'autres fabricants pareil, hein. Ici, moi, l'idée, c'est de vous donner des informations concernant les lames et surtout choisir la lame qui est adaptée à votre projet et votre utilisation. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, j'ai essayé de structurer un maximum d'informations dans cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue, mais comme je vous dis, voilà, tout est chapitré. Demain, donc, c'est la vidéo avec Garnotech, un petit peu plus brouillon, mais avec d'autres informations supplémentaires. J'essaierai peut-être de refaire une vidéo dimanche sur les questions-réponses, puisqu'il y avait eu pas mal de questions posées. Eh bien, je vais y répondre directement. Donc, cette vidéo-là devrait être plus courte, puisque ici, il y a vraiment une synthèse de tout ce qu'il y a à savoir, à mon sens. Et demain, donc, ils vont parler de lames un peu plus spécifiques, comme les lames d'ado, les lames qui fonctionnent aussi sur toupie. Ils ont également des lames pour aller sur les lames lotteuses ou la Zeta et ce genre de choses. Donc, voilà, je trouve quand même intéressant de regarder la vidéo de demain. Je sais que quand vous allez voir la taille de la vidéo, certains seront réticents. Malheureusement, je le dis et je le répète, mes vidéos, je les fais pour partager des informations et je ne cherche pas à faire du beau et pour faire plaisir. C'est vraiment une chaîne, en tout cas j'espère et j'essaye, informative. Voilà, je vous souhaite donc à tous une bonne fin de journée, un bon week-end et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!